Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Nicolas. Nicolas, médecin de formation, nous fait l'honneur de nous faire une petite place dans son agenda bien chargé pour nous parler d'un sujet central, l'addiction au sport. On est certain que vous allez vous reconnaître dans son témoignage. Restez bien attentifs, Nicolas vous a même préparé un petit test pour savoir si vous aussi, vous faites partie des accros. Bonne séance et bonne écoute. Salut Nico. Bonjour Thomas, comment ça va? Ça va super et toi? Top, top, ravi d'être parmi toi, parmi vous. Merci Nico d'être avec nous pour ce nouvel épisode, pour ces deux nouveaux épisodes de Silence ça souhaite. On a la chance de te recevoir aujourd'hui en tant que à la fois passionné de sport mais également médecin et on va articuler et créer ces deux épisodes autour de ces deux thématiques-là. Écoute, histoire de planter le décor, est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs? Donc bonjour tout le monde, Nicolas, 31 ans, je vis sur Paris. Effectivement, comme tu le dis, depuis mon plus jeune âge, le sport fait partie intégrante de ma vie, avec un sport-études de tennis pendant plusieurs années jusqu'à mes 15 ans, puis beaucoup de foot, puis beaucoup de courses à pied, du running, des heures et de sport dans une même journée. Donc une grande partie de sportif, mais aussi sur le plan professionnel, médecin, des études de médecine, un internat de médecine et de médecine générale, et aujourd'hui une pratique en EHPAD en tant que médecin généraliste et médecin gériatre en EHPAD. Alors c'est trop génial du coup, puisque c'est la première fois dans ce podcast que l'on va recevoir un éminent membre du corps médical qui va du coup pouvoir vraiment faire la passerelle entre à la fois sa pratique sportive, puisque tu vas t'épancher un petit peu plus dessus, mais tu es effectivement un féru de sport et même peut-être un peu plus qu'un féru de sport. Et on fera un deuxième épisode sur le top 10, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, des questions les plus posées aux médecins par rapport à la pratique sportive, notamment via des questions que vous, auditeurs, vous nous avez posées sur notre Instagram, questions auxquelles Nico pourra répondre en deuxième épisode. C'est sûr que c'est super cool. J'ai essayé de vous faire passer mon expérience à la fois d'addict au sport et de médecin en étant d'être le plus objectif à la fois dans ma pratique sportive et dans ma profession. On se lance ensemble. Génial. Allons-y et on va commencer très très fort puisque c'est quoi être addict au sport? Déjà, je ne sais pas si vous connaissez tous, il y a un terme qui est la bigorexie, qui est la dépendance au sport. C'est un nom assez barbare, mais qui veut dire exactement dépendance au sport. La dépendance au sport, c'est vraiment une addiction. Ça veut dire une dépendance à une envie irrépressible à faire du sport, une envie quel que soit le lieu, l'heure de le faire. Donc une dépendance, une répétition de ces moments-là dont on a du mal à se passer, dont l'action de faire du sport nous procure du plaisir, et on va l'expliquer après, je pense, nous amène à avoir un comportement qui est moins adapté qu'à la normale. Alors c'est quoi? C'est une maladie du coup? Vu qu'on parle d'addiction, quand on pense à addiction, on pense forcément à une maladie. Comme je vous dis, ça fait penser, l'addiction, ça permet de produire du plaisir, soulager un malaise intérieur. C'est vrai que sur le plan médical, là, il y a dans l'enseignement psychiatrique, le mot de dépendance apparaît vraiment en 1980 comme une maladie. Et vu que maintenant on parle d'addiction au sport, depuis 2013, effectivement, dans le manuel psychiatrique, ça fait partie d'une maladie à part entière. Lorsqu'on fait pas de sport, on peut ressentir un peu des effets de manque, un syndrome de sevrage. On parle syndrome de sevrage lorsqu'il y a un ensemble de symptômes en fait qui arrivent lorsqu'on interrompt partiellement ou totalement le sport. Et c'est vrai qu'on a souvent un comportement qui nous pousse à être une pratique compulsive pour pouvoir au contraire pallier et en reproduire ce plaisir-là. Il n'y a pas de chiffre exact parce qu'on se doute bien que c'est compliqué de faire un échantillon sur toute la France. En 2008, par exemple, il est estimé à 3% d'addicts au sport.
sachant que moi, dans mes études, j'ai fait une thèse, ma thèse de médecine portée sur l'addiction au sport. Et du coup, j'ai fait un revue un peu de la littérature et il y avait des études qui parlaient de 0,3% à 77% d'addicts. Maintenant, ce qui est toujours important dans les études, c'est savoir quelle est la cible. C'est sûr que si on prend des footballeurs, des coureurs à pied, forcément, il y a beaucoup plus d'addicts au sport. Après, ça dépend aussi comment on analyse l'addiction au sport et dans quel pays on est. Mais c'est vraiment une notion qui est sous-estimée parce que pour beaucoup, elle n'est pas forcément décelée et surtout pas voilà, dépistée parce qu'on pense que c'est une bonne chose alors qu'au final, on va voir ensemble que ça peut avoir des conséquences sur nous. Je suis persuadé que si on prend un échantillon de nos auditeurs, on est à beaucoup plus que 0,3%. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce thème-là de l'addiction au sport pour ta thèse? Tout simplement, moi-même étant addict au sport, j'ai voulu finalement comprendre quels pouvaient être les mécanismes, quels étaient du coup, qu'est-ce qui est expliqué dans la revue scientifique. Et puis aussi, pour une thèse de médecine, c'est un travail assez long et autant mêler le plaisir et l'intérêt, donc, et puis de découvrir des notions intéressantes pour pouvoir soi-même se soigner s'il y a un traitement possible. Et je crois pas que je suis guéri aujourd'hui. Et aussi pour pouvoir voilà, faire partager un petit peu mon savoir avec dans mes études, c'est super intéressant. Alors, c'est évidemment impossible de résumer une thèse en une minute, ne serait-ce que même en une discussion ou un épisode entier de podcast. Mais est-ce que c'est dangereux? Alors, si c'est l'addict au sport qui te répond, en premier lieu, tu diras effectivement que non, c'est pas dangereux, Thomas. Maintenant, si c'est le médecin, mon autre partie qui te répond, oui, il y a des dangers. Euh, Est-ce que toi, tu penses que c'est dangereux, toi? Est-ce que ça te paraît, est-ce que de premier abord, être addict au sport, ça te semble dangereux ou pas? Bah avant cet épisode, pour moi, l'addiction au sport était vraiment c'était quelque chose de psychique. J'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de pratiquer mon sport pour être bien dans ma vie. Donc je considère que cette version de l'addiction au sport n'est pas dangereuse spécifiquement. Elle l'est, à mon avis, quand le physique rentre en ligne de compte. Ouais, il y a le physique, aussi le psychique. En fait, il faut se dire que pendant très très longtemps, on mettait le sport en avant comme quelque chose de positif. Il y a très très longtemps, le sport, ça permettait de se renforcer, d'être, se protéger en temps de guerre ou pour même aller chasser. En fait, les premières études vraiment sur la question du sport, elles datent de 1970, où il y a un psychiatre qui s'est dit, bon, je vais prendre un échantillon des coureurs à pied. Ce que je vais leur proposer, c'est je leur donne de l'argent pour qu'ils arrêtent de courir. Est-ce que toi, Thomas, tu aurais arrêté de courir contre de l'argent, toi, aujourd'hui? Jamais. Jamais de la vie. Donc, donc toi, tu fais partie peut-être des mêmes de ces échantillons de coureurs. Comme tu as dit, ils n'ont pas arrêté de courir malgré de l'argent. Donc, c'était sa première expérience. Après, il s'est dit, bon, je vais plutôt prendre des coureurs qui courent 3 4 fois et au lieu de leur demander d'interrompre complètement leur activité, je vais leur demander de diminuer leur activité de course à pied. Et ils se sont rendus compte qu'après un mois de diminution assez importante de la course à pied, c'est quoi on rapportait vraiment une baisse de leur état général, une baisse de leur bien-être, une anxiété et des réveils nocturnes. Et donc ça a vraiment été la première expérience scientifique qui a montré que la diminution du sport chez des personnes qui faisaient beaucoup de sport, ça avait un impact. Donc ça, c'était la première étude. Mais on est encore en 1970 où là, le sport est toujours quelque chose de positif. On parle d'addiction positive et on l'oppose plutôt aux addictions négatives comme on pense par rapport aux drogues où là, à l'inverse, pour tout le monde, c'est bien compris que le tabac, l'alcool, c'est compliqué. C'est pas forcément positif. Et donc, du coup, ce psychiatre a continué en fait ses expériences avec les mêmes coureurs et il s'est rendu compte au fil des années, lorsque ces coureurs ont diminué naturellement la course à pied, qu'ils présentaient eux-mêmes les mêmes symptômes en fait que ceux qui étaient dépendants à l'alcool ou dépendants au tabac ou dépendants aux drogues, à savoir une certaine anxiété, une tension nerveuse, une certaine irritabilité, une culpabilité. Donc en fait, encore une fois, des symptômes de sommeil. Donc en fait, il s'est dit, mais en fait, depuis tout ce temps, on parle d'addiction positive au sport. Ah, finalement, c'est peut-être pas si positif que ça. Donc pour te répondre, oui, c'est dangereux. D'autant que quand on a une pratique abusive au sport, il y a un lien qui peut être par rapport aux troubles alimentaires.
l'anorexie mentale, moi je peux vous dire que moi-même dans ma pratique sportive intense, je fais attention à ce que je mange. Ça me met parfois dans des positions pas faciles socialement, où lorsqu'on on est toujours en train de regarder ce qu'on mange, lorsqu'on part au restaurant, de regarder la carte des menus, lorsqu'on est au restaurant, de voir ah bah il y a trop de sauce, il y a trop de donc on est un peu vigilant par rapport à ça lors des repas. Donc il peut avoir un lien dangereux par rapport à la nourriture. Il peut également avoir un lien dangereux avec les produits dopants. Forcément, pratique de sport intensive, c'est l'approche du dopage. Le dopage, alors certes, ça booste nos compétences physiques, mais ça fragilise notre santé. Et également, on a vu dans les études scientifiques que ceux qui sont addicts au sport, ils peuvent également être avoir tendance à être addicts à d'autres substances comme la drogue. Pourquoi la drogue? Parce que le cannabis, ça a plutôt un facteur sédatif, donc qui peut calmer l'esprit et le corps, ou à l'inverse d'autres drogues qui stimulent les amphétamines pour un peu reproduire un petit peu ces sensations-là. Donc la pratique abusive au sport, donc l'addiction au sport ou la bigorexie, effectivement, ça peut être dangereux. Alors, je suis certain que pas mal de nos auditeurs et auditrices se sont reconnus dans ce que tu viens de dénoncer. Alors, peut-être pas dans les extrêmes, notamment prise de drogue, etc., mais en tout cas sur la partie sport en elle-même. Est-ce que tu as observé, toi, sur ton cas perso, une bascule ou en tout cas un moment où tu t'es dit, ça y est, je suis addict au sport? En gros, comment on sait qu'on est addict au sport? Alors pour mon cas personnel, il se trouve que été en sport-études de tennis très jeune, quand on est jeune, on fait les choses assez naturellement, donc on est poussé naturellement par un engrenage de compétition, d'entraînement et quand tu as moins de 15 ans, tout te paraît naturel de t'entraîner 2-3 heures par jour, d'enchaîner tous les jours de faire du sport. Après, c'est vrai que quand tu commences à grandir, juste que quand tu commences à voir un peu ce que font les autres à l'adolescence, tu sens que tu es un peu différent, que le regard des autres il est aussi différent. Donc, on va dire que tu prends conscience, je pense, lorsque tu grandis, que tu commences à devoir faire des choix sur le plan social, à peut-être moins sortir, à peut-être faire attention à ce que tu bois, ce que tu manges, si tu fumes ou pas, juste dans l'organisation de tes vacances, parce que quand tu fais des compétitions, bah, il faut s'organiser. Donc, on va dire que en grandissant, tu prends conscience de certaines choses. Après, c'est aussi dans la vie sociale, quand tu es en couple, quand tu es en famille, que tu vois que tu dois prendre des décisions, que tu réfléchis finalement en fonction de ton sport, quand tu adaptes tes journées, quand ça a même un impact sur ton travail. Donc ça, vraiment, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à savoir qu'on est addict. Alors quand est-ce qu'on est accro? Est-ce qu'il y a vraiment un moment précis? Pas forcément. Après, il y a encore des scientifiques, des médecins qui, en 2002, se sont dit, bon, on va essayer de trouver une définition de dépendance au sport, pour essayer de standardiser et surtout d'expliquer aux collègues médecins comment définir un patient dépendant au sport. En fait, ils se sont basés sur 7 critères d'évaluation et ils se sont dit que si on présentait au moins 3 critères pendant une période continue de 12 mois, cela pouvait caractériser une dépendance au sport. Ce que je te propose, Thomas, c'est qu'on va voir si toi et moi, on a déjà reconnu ou pas, ou senti ce sentiment-là à travers 7 critères. Ça te va, Thomas, ou pas? Et évidemment, faites l'exercice chez vous à la maison. Alors attention, hein, disclaimer, on est en train de dépeindre une image un peu négative, enfin en tout cas un petit peu violente de l'addiction au sport. Soyez rassurés, tout va bien, d'accord? Si vous avez 4 points sur les 7, il faut pas se dire que vous êtes complètement fou allié. Après, tu me dis si je dis des bêtises, Nico, mais Non, non, effectivement. Donc, du coup, dans les 7 critères, le premier, c'est ce qu'on appelle la tolérance, l'accoutumance, qui correspond tout simplement à le fait d'augmenter la dose d'exercice de sport, en fait, pour obtenir les mêmes effets et pour diminuer. En gros, en clair, c'est aujourd'hui, moi qui cours 10 km, bah, j'ai besoin demain de courir 12 km pour ressentir le même effet. Quelqu'un qui fait une demi-heure de CrossFit, bah, il sera satisfait aujourd'hui, mais la semaine prochaine, vu qu'il aura pris l'habitude, il en fera 45 minutes. Est-ce que toi, Thomas, dans ta pratique sportive, je sais pas quel sport tu pratiques en ce moment, est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là de tolérance, d'accoutumance, que ton corps s'habitue, que tu as dû augmenter la dose?
Non, ça, je m'y reconnais pas trop sur ce point-là. Le deuxième critère, c'est le syndrome de sevrage. Comme je vous l'ai dit avant, c'est le fait que les symptômes physiques et psychologiques, en fait, négatifs, qui apparaissent à l'arrêt de l'entraînement. Et donc, comme on a dit, l'exemple de l'anxiété, la dépression, le trouble du sommeil. Donc, par exemple, c'est totalement, on part en vacances, on est blessé, on va en parler après, je pense. On est blessé, d'un coup, il n'y a plus cette dose de sport, et bah, il y a d'autres symptômes qui apparaissent. Voilà, chez moi, clairement, bah, ça m'arrive tout le temps, et donc j'espère ne pas être blessé. Donc, troisième critère, c'est l'intensité de l'effort. Donc ça se rapproche un petit peu de la tolérance, mais c'est surtout augmenter l'intensité et la durée de l'entraînement par rapport au plan initial. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se dit on fait un 10 km, 30 minutes de CrossFit, et ben finalement, sur le moment, on a envie de continuer d'augmenter finalement ce qui était le plan initial. C'est comme si on devait comparer à une addiction aux substances, et bah, au lieu de fumer de prendre telle substance, telle quantité, finalement on prend une quantité supérieure. D'être en compétition permanente avec soi-même, quelque part. Exactement, de dépasser nos limites en fait. Le quatrième critère, c'est la perte de contrôle. C'est l'incapacité à stopper son activité ou à diminuer ses entraînements dans différentes situations. Probablement lorsqu'on part en vacances, lorsqu'on est dans des situations où on ne peut pas s'entraîner et finalement c'est impossible pour soi de ne pas s'entraîner ou de stopper son activité. Donc c'est vraiment la perte de contrôle. Thomas, ça te parle ou C'est difficile parce que psychologiquement, j'irai pas jusque-là, mais partir en vacances, si je peux pas faire de sport, ça va me poser problème. Donc, Après, voilà, donc là, pour rappeler un petit peu ce que je disais en préambule, c'est que pour définir cette dépendance au sport, il faut au moins trois critères sur une période de 12 mois. Donc, c'est pas juste une semaine de vacances, c'est vraiment leur sentiment que pendant 12 mois, si on doit s'arrêter, on est dans le mal. Donc voilà, je pense que tous, ça peut nous arriver par moment de se dire on peut pas couper, mais si ça arrive que de temps en temps, c'est pas très grave. Si on continue sur nos critères, le cinquième, c'est le temps consacré au sport hein, qui est excessif. Donc en fait, se rendre compte que notre mode de vie, chez un sportif, ça tourne beaucoup autour de son activité. Donc on parle en termes d'achat, en termes d'entraînement, en termes de temps passé. Par exemple, ok, on a fini notre entraînement de sport, on a une soirée de libre. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire un magazine sur ce sport-là. On va regarder à la télé, on va parler avec des internautes, c'est finalement d'avoir vraiment le temps qui est vraiment omnibulé par rapport à cette pratique. Le sixième critère, ça va un peu dans le même sens, c'est l'abandon et la réduction des autres activités. En fait, de se dire, bon, on passe tellement de temps dans notre activité sportive que le reste, les activités sociales, professionnelles et autres loisirs, diminuent. Donc, du coup, ça a des impacts sur notre vie de couple, de famille, sur notre job. Donc, c'est de se rendre compte que notre activité principale grignote sur le reste de notre vie. Donc, ça, c'est également un critère important de la dépendance. Je sais pas si Thomas, toi, tu as déjà été confronté à cette situation de cette notion-là. ouais, de manière ponctuelle, je pense que ça nous est tous arrivé, hein. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ont déjà loupé un dîner parce que soit ils étaient fatigués de leur séance du matin, ou alors ils voulaient absolument faire leur séance du jour et tant pis, l'apéro il a sauté, hein. C'est sûr que c'est déjà arrivé à certaines personnes, mais on va dire de manière générale, le sport vient s'imbriquer dans ma journée avant et ne m'empêche pas de faire d'autres choses. De ce côté-là, tu es encore protégé, tant mieux pour toi, tant mieux pour ton entourage. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez flagrant et d'assez criant lorsque ça nous arrive pour côtoyer des gens. Je pense à une personne en particulier qui a mis de côté un peu un temps familial, à savoir le mariage d'un de ses sœurs, d'une de ses sœurs et d'un de ses frères, pour pouvoir consacrer une compétition sportive. Donc c'est vraiment ça peut aller très loin. Donc, et le dernier critère, c'est la persévérance, c'est-à-dire que dans cas de blessure, en cas de conflit avec son entourage, avec sa famille, malgré tout, on continue notre pratique. C'est-à-dire qu'on peut même lorsqu'il faudrait s'arrêter ou se reposer, diminuer, on continue. Donc la persévérance. Donc voilà, j'insiste bien que ces 7 critères, c'est vraiment à titre de dépistage et que si vous-même vous voulez vous poser des questions, vous pouvez le faire là en même temps que moi et ne pas hésiter à aller voir votre médecin généraliste si vous avez des questions ou vous faire accompagner sur ce sujet-là. C'était hyper intéressant. Bon, j'ai 4/7.
C'est pas grave, bah, il te reste encore, t'as encore trois facteurs protecteurs, mais tu peux encore augmenter ta pratique sportive. Donc, dans un an, je te revois et j'espère que tu seras à 7 sur 7. Ça, c'est l'addict qui parle et le médecin te dit non, vraiment, rassurez-vous. Je pense qu'il faut avoir, si déjà on a conscience de ce qu'on fait dans notre pratique sportive, c'est déjà bien. Je dis pas que c'est suffisant, je dis bien que c'est important parce que lorsqu'il y a une addiction, on est souvent dans le déni, on est souvent dans la réassurance en se disant bah, ce qui m'arrive, moi je sais contrôler, il y a plus grave que moi, de toute façon le sport c'est bon, de toute façon moi ça me touchera pas, de toute façon je peux contrôler. Non, il faut comme dans chaque problème, je pense que si on peut au moins prendre conscience de dire ouais effectivement j'ai quelques difficultés par rapport à cette pratique, c'est bien d'en parler, de s'entourer et au moins voilà, de prendre conscience, c'est déjà une bonne chose. Alors, je suis sûr que, encore une fois, hein, dans toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont eu plus de 3 points sur ce petit épistage. Et du coup, je vais poser une question en leur nom aux médecins. Est-ce qu'on doit guérir? Alors, bah, comme on a dit qu'une addiction c'était une maladie, il est important, je pense, de faire dépister, de se faire accompagner. Le mot guérir, je pense que ça commence, comme je vous l'ai dit, vraiment par déjà prendre conscience. La guérison, c'est aussi se faire accompagner par un professionnel ou par une personne qui connaît le sujet. Est-ce qu'il faut la guérir? Oui, quand ça a un impact sur la vie, sur ta propre vie, sur ta propre état psychologique, ton propre état physique. Donc, est-ce qu'on peut guérir? Je pense que c'est comme toute maladie qui touche le cerveau et la psychologie, ça dépend beaucoup de l'humain lui-même. C'est-à-dire que si la personne a envie de guérir, ça peut le faire. Si la personne n'est pas prête à guérir, c'est compliqué. Et puis le mot guérir, on pourrait entendre comme si c'était je suis guéri aujourd'hui, avant je l'étais pas, oui ou non. Moi, je peux vous donner mon propre avis, ma propre expérience. Même si je suis médecin, même si j'ai fait une thèse sur la médecine, je continue à avoir une pratique intensive et surtout addict au sport. J'essaye au quotidien de la réguler d'une certaine façon en concertation avec ma femme, avec mes amis. Lorsque je vois que je suis trop dans l'extrême, eh ben, j'essaie de réduire d'une certaine manière ou d'avoir des pratiques un peu plus conciliantes. Maintenant, voilà, c'est une question de dosage par rapport à la vie qu'on mène, des événements qu'on rencontre et les objectifs qu'on a. Il y a un sujet également, je pense, qui intéressera toutes les personnes qui nous écoutent et qui est en lien avec l'addiction au sport ou en tout cas la surpratique de son sport, c'est la blessure. Qu'est-ce que tu conseillerais à des sportifs qui ont peur de la blessure? J'ai cru comprendre que toi, c'était le cas. Comment on gère un repos forcé quand on est blessé? L'addict au sport te dirait qu'en cas de blessure, on compense d'une certaine manière en faisant soit un autre sport qui donne un peu cette montée d'endorphine, cette sensation de dépense, et donc du coup on essaie d'adapter notre activité physique. Voilà, donc quelqu'un qui s'est blessé au pied, comme je l'ai fait, bah, j'aurais pu aller faire de la natation à la place plutôt qu'à continuer à courir par exemple. Donc du coup, un conseil qui peut être donné, c'est d'adapter son sport, c'est-à-dire voilà, tu te blesses au pied, tu fais un entraînement du haut du corps. À l'inverse, également, si c'est le haut du corps pour le bas du corps, tu fais un sport où il n'y a pas d'impact, tu t'investis différemment. Tu peux te dire, bon, bah voilà, si je suis vraiment blessé, je m'investis dans un autre projet, je pars sur un projet de bricolage au domicile, de la peinture, de la méditation. Tu te dis que finalement, cette période de blessure, elle fait partie intégrante de ton entraînement parce que dans un cycle de sportif, il y a forcément des hauts, des bas, et des périodes de repos, et que si tu te reposes, bah, ta cheville droite parce qu'elle est blessée, ça va permettre également à l'ensemble de ton corps de se reposer et de repartir après dans un meilleur cycle. Donc, le conseil, c'est de se dire le repos forcé, c'est possible, c'est même important dans un processus d'entraînement. Il faut juste l'accepter, c'est ça le plus dur. T'as vraiment abordé un sujet qui est hyper intéressant et central à mon avis dans la pratique sportive de chacun. C'est la phase de repos qui a tendance à être oubliée ou en tout cas négligée. Est-ce que à travers la thèse que tu as fait sur l'addiction au sport, est-ce que le repos a été un sujet important et central? Alors pas du tout, le repos, c'est pas du tout dans la thèse que je l'ai compris, c'est tout simplement dans la pratique. C'est-à-dire que pendant longtemps, dans ma pratique sportive de coureur à pied, pendant très longtemps, j'ai pensé que courir 7 jours sur 7, c'était vraiment quelque chose de bénéfique,
que chaque jour, sans courir, sans pratiquer de sport, c'était une journée perdue dans l'entraînement, que s'entraîner tous les jours à une forte intensité, c'était bénéfique. Et je me suis tout simplement rendu compte que les résultats n'étaient pas là. Et j'ai rencontré également des sportifs d'un encore un meilleur niveau et surtout des entraîneurs qui m'ont tout simplement fait comprendre que le repos, ça fait partie de l'entraînement, tout simplement mécaniquement, et ça j'aurais dû le savoir parce que je l'ai appris physiologiquement dans mes études de médecine. Un muscle, quand on le renforce, en fait, ça permet de détruire les fibres musculaires pour qu'ils deviennent plus forts. Mais si on s'entraîne le matin et qu'on se réentraîne le soir ou le lendemain matin, le corps n'a pas pris le temps en fait de se renforcer. Donc en fait, on est tout le temps en train de s'entraîner dans la fatigue, surfatigue, au point où au moment le muscle il rompt. Alors que si on lui laisse, on travaille 2 jours l'entraînement physique et on se repose un jour, ça permet le jour de repos de surcompenser, plutôt de se renforcer pour pouvoir attaquer un nouveau cycle. Il faut vraiment voir un cycle d'entraînement, c'est une phase d'entraînement active et une phase d'entraînement passive qui est le repos. Donc vraiment, le repos, c'est primordial, vraiment. Hyper intéressant, Nico. Du coup, une question hyper dans l'air du temps. Il y a les vacances d'été qui ont démarré, ou en tout cas qui arrivent à grands pas pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour leur pratique sportive pendant ces vacances ? C'est vrai que les périodes de vacances, lorsqu'on part en famille ou même lors des déplacements pro, c'est souvent compliqué pour nous addicts au sport. On se pose la question, mais où est-ce qu'on va faire du sport? Est-ce que sur les lieux de vacances, il y aura soit une salle de sport? Est-ce qu'il y aura le matériel? Est-ce que j'aurai une piste d'athlétisme? Est-ce qu'il fera assez, la température sera bonne? Et c'est vrai que souvent, on arrive même à adapter nos vacances. On se dit, OK, on part dans un pays, mais on regarde même si l'endroit où on va, il y a cette salle de sport. Donc, le conseil que je me donne pour essayer d'être vraiment le moins frustré, c'est dans la programmation de mon année en termes de compétition, de peut-être de mettre des compétitions finalement avant les vacances, juste avant les vacances, comme ça, comme on l'a expliqué avant avec le cycle de repos. Le cycle de repos, il arrive pendant les vacances. Donc, je serai donc moins frustré d'être dans la non-activité ou dans l'activité réduite pendant cette période-là. Ça, c'est une technique. Une autre possibilité, c'est de se dire une nouvelle fois que on va travailler différemment notre pratique sportive pendant les vacances. Par exemple, on part en montagne, on part au bord de la mer. On se dit bien que pour un coureur à pied, c'est pas le meilleur endroit pour courir. Du coup, on va courir dans le sable pieds nus. On ira à des vitesses bien moindres, mais on va se dire qu'on va renforcer nos jambes. Pareil, pour quelqu'un qui fait du crossfit, il va pouvoir adapter sa pratique en étant sur du renforcement dans le sable. Et pareil, si on est dans la montagne. Donc finalement, c'est peut-être d'anticiper un petit peu et surtout peut-être de dédramatiser cette période-là parce qu'au final, on revient encore sur le côté fondamental du repos, qu'il faut, quelle que soit notre pratique sportive, avoir un temps de repos. Ça va on va ronger notre frein et on aura envie, au contraire, à la rentrée, de repartir de plus vite, plus belle. On vous mettra comme d'habitude dans les commentaires. On avait, il y a quelques semaines, publié sur notre blog un article sur le sujet. Donc on va vous renvoyer vers cet article si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet du sport en vacances. On va pouvoir refermer ce premier épisode riche et remercier Nico d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais juste dire une dernière phrase qui était ma dernière phrase de ma thèse de médecine. C'était un homme averti en vaut deux. Donc voilà, le fait de savoir qu'on peut être addict au sport, qu'on est addict au sport, peut nous aider. Va pas forcément nous guérir, mais voilà, on en vaut deux. Merci Thomas. En tout cas, c'était super intéressant de pouvoir échanger avec vous. Et puis, n'hésitez pas à partager cette expérience au travers la communauté Bibi. Merci à toi. La semaine prochaine, on se retrouve pour un deuxième épisode qui sera tout aussi passionnant sur les questions que les sportifs posent à leurs médecins. On va mettre un peu sur le grill de toutes les questions qui nous ont été posées, Nico. On vous dit à très vite. Et si jamais vous avez eu plus de 3 points sur le test de dépistage, faites attention à vous, mais c'est pas grave non plus. À la semaine prochaine. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que t'es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.